aujourd'hui pour notre conversation, pour la première section. Astrid Eversten, qui est professeure associée en droit dans l'école de business et de sciences sociales. Et Sébastien Grund est expert auprès du Fonds monétaire international. Les dernières crises ont eu un gros impact sur les pays de l'Amérique latine, comme partout, mais plus particulièrement en Amérique latine. Selon les Nations unies, nous avons vu 44 millions de personnes, selon l'Organisation mondiale du travail. 44 millions de personnes ont perdu leur travail en Amérique latine. Selon les Nations unies, la Commission économique, l'Amérique latine et les Caraïbes, 22 millions de plus de personnes sont entrées en grave pauvreté, en extrême pauvreté depuis le début de la pandémie. Ce qui préoccupe le plus, c'est la crise de la dette. Beaucoup de pays ont déjà perdu des décennies de développement. Donc la conversation d'aujourd'hui est très très importante. Quand on regarde les chiffres, on voit les niveaux de dette qui augmentent considérablement dans les pays en développement, dans toute la région. Alors aujourd'hui, Astrid et Sébastien vont tous les deux faire une présentation. Et après leur présentation, nous pourrons poser des questions et ils répondront. Quand vous posez une question, utilisez la case de questions et réponses. Avant de continuer, je voudrais remercier ceux qui nous ont financés pour faire ces journées. Donc, on remercie Vina Foundation, l'Union européenne, la Open Society Foundation. Merci donc à nos financeurs pour avoir rendu ces cours possibles. Astrid, est-ce que vous voulez commencer, présenter? Je crois que c'est à Sébastien de commencer. Sébastien, vous voulez commencer? Oui, d'accord, je vais commencer. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous le voyez tous? Très bien. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cet événement et de ces cours. C'est un honneur d'être ici. Depuis que je travaille pour le Fonds monétaire international, je pense que j'ai pas eu souvent l'occasion de m'exprimer dans un cadre comme celui-ci. Et je dois dire que ce que je vais vous dire n'est pas forcément l'opinion du FMI. Le défaut souverain est une question récurrente dans le monde entier, mais plus particulièrement au cours des 10 dernières années. Ce que vous voyez là, c'est la base de données de la Banque d'Anne. On voit les différences entre les différents types de créditeurs. Ce que vous voyez, c'est que dans les années 80 et dans les années 90, les défauts sur la dette souveraine, c'était des prêts syndiqués. Ensuite, il y a eu un financement des obligations d'État et des défauts sur les bons d'État. Et un autre élément intéressant de ce tableau, c'est que les défauts par rapport au Club de Paris ont été assez constants. C'était des dettes du secteur officiel, comme on dit.
et surtout dans les pays émergents et en développement. Comme je suis un juriste, je ne vais pas trop rentrer en détail dans les données. Je vais passer aux choses ennuyeuses. Comment définir le défaut souverain? Il y a différentes approches, mais j'en ai pris trois qui me paraissent importantes pour le défaut souverain. On peut donc le diviser en défauts techniques, défauts contractuels et défauts substantifs. C'est important de voir que ces concepts ne sont pas toujours, c'est pas tout le monde qui utilise ces concepts. Mais bon, ce sont trois catégories que je pense importantes pour savoir de quoi on parle quand on parle de défaut souverain. Commençons avec le défaut technique. Vous devez en avoir entendu parler dans les journaux, c'est souvent mentionné, on en parle. Mais en fait, le défaut technique, c'est une contraction. C'est pas vraiment considéré comme une condition légale. Dans les agences de notation, l'ISDA ne le considère pas comme un défaut. Donc, on parle de forme de contrat formel. En général, il n'y a pas d'action légale qui suive comme conséquence de ce type de défi parce qu'en pratique, c'est pas quelque chose de très important. Il y a des équivalents dans les instruments de la dette officielle ou de droit national, comme des erreurs administratives ou de certains petits défauts au contrat. Voilà, c'était pour que vous sachiez ce que ça veut dire. Le défaut contractuel est un défaut, une rupture d'une promesse légale, mais c'est aussi considéré comme un défaut par des acteurs importants comme les agences de notation. Il y a plusieurs types, plusieurs cas de défauts contractuels. Les défauts de paiement, c'est quand on ne paie pas ses intérêts ou le principal. C'est le typique délai de grâce de 30 jours en général. La répudiation, pardon, quand le paiement n'est pas fait sous 30 jours, on peut aller devant les tribunaux. Ce genre de défaut de paiement a eu lieu au Liban en 2020. Un autre type de défaut contractuel, c'est la répudiation. Ça se passe par exemple quand la dette est déclarée illégitime par l'émetteur souverain. Ça amène à une répudiation de l'obligation, on récuse l'obligation de payer. Ensuite, il y a le défaut croisé. Ce ne sont pas des défauts sur un instrument particulier, mais un défaut croisé, c'est quand on a un défaut, on commet un défaut sur un instrument de dette et que ça emmène en cascade le défaut d'autres instruments. Le dernier type de défaut contractuel, c'est le moratoire. Ça amène beaucoup de conséquences légales. C'est très important. C'est quand on suspend temporairement les paiements. Ça a une énorme conséquence légale. Les autres instruments de la dette, c'est quand il y a un défaut contractuel de contrat d'obligation qui sont régis par le droit étranger sur la dette. En général, c'est la loi anglaise ou la loi de New York. Et ça a des conséquences. Ça devient un peu technique, mais je pense que c'est important de comprendre, de savoir ce que ça veut dire sur le service. Dans le cas d'un défaut, ça permet en général d'accélérer la réclamation du paiement du principal de la dette. Même si c'est une
toute petite fraction de l'ensemble de la somme due. Ça donne le droit au créditeur d'exiger le paiement intégral de la dette. Alors, si c'est 1 milliard et on n'a pas payé quelques centaines de milliers, on est obligé de tout payer. Donc, ça peut provoquer une énorme crise de la dette. Ensuite, les créditeurs peuvent accélérer le paiement du principal, même si ça n'a pas été déclaré en défaut. On peut le transférer à un autre instrument ou à plusieurs autres instruments. Ça dépend comment c'est stipulé dans le contrat ou quelle est la dette qui est considérée en défaut croisé. Et finalement, un autre élément important dans la loi anglaise et de New York, c'est qu'une accélération inversée, il faut que 50% au moins des créanciers soient d'accord pour soigner, remédier. Souvent, c'est à travers une restructuration. Il faut donc qu'il y en ait 50% qui acceptent. Un autre important aspect, c'est que dans les droits nationaux, il n'y a pas de définition des EOD. Quand l'Équateur a émis des bons, c'était moins important parce qu'en général, l'État souverain a le contrôle sur le contrat. Il peut changer les termes du contrat. Et ça veut dire que dans le cas de l'Équateur, par exemple, on ne regarde pas tant le type de défaut, on regarde plutôt les implications concrètes, substantives. Donc, le troisième type de défaut, c'est le défaut substantif. C'est là quand un tiers, comme les agences de notation ou l'ISDA, considère pas que c'est un défaut, considère que c'est un défaut, pardon, mais ce n'est pas un défaut au terme du contrat. Par exemple, quand il y a la restructuration d'une dette en souffrance, le remède typique, c'est quand on ne peut pas payer, l'accélération ne peut pas être invoquée par les créditeurs. Les agences de notation considèrent souvent ce type de restructuration comme soit considèrent que l'échange de dette aura des conséquences sur la réputation. Mais dès que le contrat est rompu, quand on ne peut pas payer, ça devient un défaut contractuel. On va regarder les autres conséquences, les conséquences légales du défaut. Alors, c'est difficile d'exécuter la dette souveraine, mais ce n'est pas impossible. Très logiquement, si on travaille sous la loi internationale, les droits, pardon, les États jouissent de l'immunité. Mais aujourd'hui, ils doivent renoncer à leur immunité lorsque la dette est régie par le droit étranger ou pour des transactions commerciales. L'immunité souveraine peut être utilisée contre l'exécution forcée. La renonciation est généralement plus restreinte que pour l'immunité juridictionnelle. Et là, c'est vu. Les défenses des États sont souvent très faibles. Une défense qui a été souvent utilisée, il y a eu de gros procès. Les États disaient
qu'ils étaient des États souverains et qu'ils ne pouvaient pas être poursuivis en justice. Cet argument a été rejeté et maintenant, on considère que si les États vont sur les marchés, il faut qu'ils ils en assument aussi les conséquences. Plusieurs événements ont eu lieu. Il y a les outrages au tribunal. Ouais. Comme on peut aussi utiliser le concept de la dette odieuse qui considère que la dette a été déclarée illégitime quand un gouvernement, par exemple, d'accord. Les créanciers peuvent recourir à plusieurs canaux hypothétiques pour recouvrer leurs créances. Ils peuvent aller devant les tribunaux étrangers. Les dettes sont soumises au droit étranger, et en général les tribunaux anglais ou de New York. Les tribunaux nationaux, dettes sont soumises au droit local ou national. Et les centres internationaux pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Et les débiteurs ont comme moyen de défense, bien qu'il soit faible, la doctrine de l'acte d'État, la prescription, le délai de champ parti, la dette odieuse et une capacité de déportement s'ils en ont encore. Les conséquences légales du défaut, lorsque bien sûr, on peut forcer au paiement de la dette, à son exécution, c'est un équilibre, même si les défenses sont faibles pour les États qui sont endettés, les poursuivre en justice, c'est aussi difficile. En effet, en vertu du droit international, les États souverains jouissent de l'immunité. Mais dans les derniers, ça a été érodé au long du temps. Et maintenant, il me semble que cette immunité n'est pas aussi importante. Et très souvent, ils doivent y renoncer. Le second point, l'immunité souveraine peut être utilisée contre l'exécution forcée. Lorsque le créditeur a déjà obtenu un jugement, lorsque la Cour a garanti un jugement, vous pouvez vous souvenir du cas de l'Argentine, où ça a été utilisé dans le cas NML, ça a été utilisé au Ghana. Vous voyez en adjoint, ça reste difficile parce que c'est limité aux actifs commerciaux. Il y a le troisième type pour faire obstacle, c'est quand on considère qu'il y a eu outrage au tribunal. C'est une injonction qui peut être utilisée contre des États ou contre des tiers. Il y a eu le cas infamant de NML en Argentine. C'était un essai de bloquer le paiement en refusant et refuser la restructuration. On a empêché le paiement. On oblige l'État souverain à stopper ses paiements et ensuite on peut réclamer le paiement de toute la dette en disant qu'ils ont fait défaut de paiement.
C'est un des domaines où on verra certainement le plus de procès dans l'avenir. Les pays, en général, ne cessent pas de payer parce qu'il y a de graves conséquences quand ils font défaut. Mais même si les défauts de paiement entraînent rarement des litiges, euh, voici un document très intéressant que je vous recommande de Schumacher qui prouve que les litiges en termes de dette ont fortement augmenté. Et moi, je dirais que ça va continuer dans ce sens et nous allons tous observer les évolutions futures. En termes de lecture, je recommande ces deux sources. Maintenant que nous avons parlé des défauts de paiement, c'est important aussi de parler de l'étape suivante et qui consiste en la restructuration de la dette. Merci beaucoup. C'était vraiment un très bel aperçu de la situation. Nous avons reçu des questions pendant cette présentation. Je vous recommande à tous, les participants, d'utiliser la rubrique des questions et réponses située en bas de l'écran. Et maintenant, nous allons passer à la présentation d'Astrid et nous répondrons aux questions à la fin. C'est à vous, Astrid. Merci. Je vais maintenant partager mon écran. Alors, est-ce que vous le voyez? Oui? D'accord, très bien. Donc, moi aussi, j'aimerais remercier les organisateurs. Merci de m'avoir invité. Et je vais emboîter le pas à la présentation de Sébastien. Et en ces temps difficiles, je crois qu'il fait sens de parler de restructuration après le sujet des défauts de paiement. Et après la présentation de Sébastien, vous allez avoir besoin de ces notions. Donc, je vais tenter d'être brève. D'abord, je vais parler brièvement de la crise de la dette et des possibles résolutions. Ensuite, je présenterai aussi brièvement le point de départ du point de vue légal. Ensuite, j'aborderai les différents acteurs impliqués. Et en quatrième point, je parlerai des défis que pose la restructuration et enfin des outils dont on dispose pour encourager la participation des créditeurs. Je vais parler du système existant, des outils existants du système. Évidemment, il existe d'autres outils qui sont très nombreux ou qui verront le jour à l'avenir, mais je pense que c'est suffisant dans le cadre de cette présentation. Je vais parler des outils dont on a besoin pour mettre en place une réforme. Alors maintenant, nous allons passer aux faits évidents. Les États ne sont pas protégés par le droit de la faillite ou de l'insolvabilité, que ce soit dans la loi nationale, dans le droit international ou national. Donc, comment les États résolvent leur crise de la dette? Eh bien, en faisant des coupes dans les dépenses publiques, en cessant de payer, en augmentant les impôts ou en empruntant plus d'argent dans les marchés privés, bien sûr, ou en recourant à d'autres solutions qui permettent, parce que vous ne pouvez pas faire des coupes budgétaires indéfiniment dans les dépenses publiques et vous ne pouvez pas imposer indéfiniment plus de taxes sur les entreprises et les citoyens. Et une autre solution est la restructuration. En ce qui concerne le point de départ juridique légal,
l'instrument de la dette est un contrat entre un État débiteur et un créditeur. Il faut toujours garder ça à l'esprit. C'est un contrat. Évidemment, c'est assez simplifié, mais c'est le point de départ. Et un contrat, comme tous les contrats, il peut comporter des renégociations. Donc, la restructuration est faite sur une base de volontariat. Et cette restructuration peut changer les conditions du contrat. La restructuration peut présenter plusieurs formes. Ça peut être, par exemple, un changement des dates d'échéance du principal ou des taux d'intérêt et donc avoir bénéficié de périodes de grâce. Ça peut aussi passer par une réduction du taux d'intérêt de la dette. C'est ce qu'on appelle un ajustement du coupon. Et ça peut être aussi la réduction du montant principal. Et en anglais, on fait référence à un haircut, donc une coupe du principal. Donc, qui sont les différents acteurs de cette restructuration de la dette? Et il peut y avoir beaucoup d'acteurs différents en ce qui concerne ce jeu de la dette souveraine. Mais lorsqu'on parle de dette souveraine, souvent on ne différencie pas les différents acteurs, mais il faut le faire, c'est très important parce qu'il y a différentes règles qui régissent les différents types d'acteurs. Donc évidemment, dans ce cas-là, il s'agit du gouvernement central, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Et on peut parler aussi d'organismes, d'entreprises publiques. Et ces entités sont souvent régies par l'État, mais en Norvège, par exemple, ces entités sont traitées comme des entreprises privées. Et donc, elles suivent les règles de faillite d'entreprises privées. Et ensuite, en ce qui concerne le gouvernement central, il faut distinguer le gouvernement central et le gouvernement local. Et dans certains pays, certaines collectivités territoriales ont leurs compétences en termes de faillite. Donc, il faut différencier les deux types de gouvernement local ou central. Du côté des créditeurs, il faut aussi distinguer les différents types de créditeurs parce qu'encore une fois, les règles sont différentes pour ces créditeurs en fonction du statut dont ils jouissent et s'ils sont soumis par le droit national ou international. Donc, on parle de créditeurs officiels multilatéraux comme le FMI, la Banque régionale de développement, la Banque mondiale. Il y a aussi des créditeurs officiels bilatéraux, donc les États, et des créditeurs commerciaux privés. Donc là, ce sont des banques, investisseurs finaux, et États qui sont soumis au droit national. Les créditeurs officiels bilatéraux peuvent prêter de l'argent à d'autres États. Et donc, il faut garder en tête le droit qui régit ces différents types de dettes. Et parce que ceci va avoir une influence sur la restructuration de la dette. Pardon. Encore une fois, très brièvement, je vais parler des défis de la restructuration de la dette et du processus de négociation. Les défis les plus évidents qui sont posés et d'abord de savoir si la restructuration de la dette est nécessaire parce que en temps de crise économique, on peut répondre que oui, bien sûr, c'est nécessaire. Euh, Parce qu'en temps normal, on peut dire à un État de réduire ses dépenses budgétaires ou de d'imposer plus d'impôts. Mais en temps de crise, c'est absolument nécessaire. Et il faut aussi se poser la question de savoir si il faut restructurer complètement ou pas. Quel pourcentage de la dette faut-il restructurer?
Voici les conflits globaux qui ressortent en général. Ensuite, un défi aussi, eh bien, c'est les conflits qui se posent entre les créditeurs, ce qui concerne la répartition des pertes entre les créditeurs. Et c'est là qu'on assiste à des problèmes d'action collective et qu'on assiste à un combat entre les différents créditeurs, et à savoir qui va payer le prix des pertes. En termes de problèmes d'action collective, même dans une situation où l'on sait objectivement que la restructuration de la dette va bénéficier aux créditeurs dans leur ensemble, parce que c'est mieux de restructurer une dette plutôt que d'avoir un défaut de paiement complet. Ça permet à l'État, à l'économie de reprendre. Mais comme la restructuration passe par le consentement du ou des créditeurs, il y a un risque du cavalier seul, c'est-à-dire que un créditeur ou plusieurs peuvent s'y opposer en espérant que les autres créditeurs supporteront le coût de la restructuration. Et ce fait que un ou plusieurs créditeurs peuvent faire cavalier seul, ça peut rendre les autres créditeurs réticents face à l'option de la restructuration. Et c'est ce qui fait traîner, je dirais, le processus de restructuration et que il arrive trop tard parfois. Et donc, on n'arrive pas à obtenir une restructuration de la dette à cause de ce phénomène de cavalier seul. Lorsque les créditeurs ont différents rôles dans la restructuration, c'est parfois le FMI qui s'y oppose. Il y a donc des raisons légitimes à s'opposer à une restructuration. Donc, vous avez peut-être entendu parler du business model vautour, c'est comme ça qu'on l'appelle, le business model des fonds vautours. Alors, qu'est-ce que ces créditeurs font? Eh bien, ils achètent des instruments de dette à prix soldé, des dettes qui sont sur le point de faire l'objet d'un défaut de paiement, et ils refusent de restructurer les dettes. Ils menacent, ou parfois ils menacent de poursuivre en justice afin d'obtenir un paiement complet de la dette selon les conditions originales du contrat. Et donc, ces cavaliers seuls profitent des fonds dégagés par d'autres créditeurs sous forme de restructuration ou d'aide. Et si vous vous souvenez, Sébastien a dit qu'il était difficile pour un créditeur de réclamer le paiement. Donc, vous pouvez dire que vous avez le droit de réclamer le paiement complet, mais c'est en fait impossible de l'obtenir en- en raison des règles de souveraineté, des règles d'immunité de la souveraineté. Certains avocats très bons sont capables de obtenir le remboursement de l'argent. Mais ce n'est pas à la portée de tous parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie d'engager des poursuites judiciaires contre une dette souveraine. Maintenant, je vais parler de ce que l'on peut faire
en termes d'action collective et pour encourager la participation des créditeurs. Il existe différents outils. Et je les ai répartis, je les ai nommés carottes et bâtons pour que ce soit plus clair. En tant que créditeur, si vous acceptez une restructuration, vous pouvez obtenir des carottes, c'est-à-dire des paiements en cash ou des instruments dont la valeur augmente, c'est-à-dire que l'investisseur a des parts sur la croissance économique future, sur des obligations d'État liées au PIB. Vous pouvez aussi obtenir une parité de traitement entre les créditeurs en cas de restructuration, au cas où vous n'obtiendrez pas de meilleure offre à l'avenir. Et aussi, c'est assez commun que les créditeurs disent si on accepte une restructuration maintenant, ce sera plus difficile pour vous de redemander une restructuration à l'avenir. Et le droit étranger est celui qui régit la dette. Voici les différents instruments nommés qu'on peut appeler carottes pour encourager la participation des créditeurs. Et il existe aussi d'autres outils, donc des bâtons pour menacer les créditeurs. Je ne sais pas si c'est courant, mais en tout cas, le plus facile, c'est la menace de ne pas payer et de mentionner des arguments juridiques ou selon lesquels la réputation sera entachée. On a aussi, et je vais expliquer cette notion, donc des clauses d'action collective, CAC, l'intérêt du droit national et la législation sur les fonds vautours et la protection des actifs. Donc, vous en avez peut-être entendu parler, les clauses d'action collective, ce sont des clauses du contrat que la majorité des créanciers adoptent. Elles ont été mises en place à grande échelle à partir de 2003 et elles posent des clauses contraignantes dans la contraction d'obligations. Ce sont des clauses contractuelles qui permettent de contraindre la minorité aux décisions de la majorité concernant d'éventuelles modifications de contrat. On peut voir aussi, et donc normalement, ces clauses sont contraignantes sur une seule série d'obligations d'État, mais on a une version avancée qui permet d'avoir des clauses contraignantes sur des séries d'obligations d'État. Les CAC sont maintenant soutenus largement et sont recommandés par le FMI, le G20. La question est de savoir à quel seuil faut-il fixer la majorité des créditeurs. Donc, ces outils peuvent faciliter la restructuration, mais elles ne résolvent pas tout le problème. Par exemple, la question de la majorité, eh bien, elle peut être parfois à 50, à 65, c'est relatif. Et aussi, la question de l'agrégation est un point clé aussi. Le FMI avait un bon aperçu de ce pourcentage, qui est en voie d'augmentation. En ce qui concerne l'avantage du droit national, si un instrument de dette est euh, soumis au droit national, les États débiteurs peuvent changer unilatéralement le droit, la loi de leur pays. Et c'est ce qui s'est passé en Grèce en 2012. Ils ont mis en place des clauses d'action collective et ils ont forcé la majorité des créditeurs. Pardon, la majorité des créditeurs ont été forcés
de changer la législation. Ça peut être une possibilité. Cependant, on a vu en Grèce que cette solution était unique. Il ne pouvait servir qu'une fois parce que pendant le processus de négociation, ils ont dû adopter, ils ont dû reconnaître que le droit grec national n'allait pas être le droit qui prévaut dans la restructuration de la dette. Et brièvement, en ce qui concerne la législation sur les fonds vautours, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont principalement des lois nationales qui limitent le droit des créditeurs récalcitrants à refuser la restructuration. C'est le cas au Royaume-Uni, à l'île de Man et au Jersey. Les créditeurs récalcitrants ne peuvent pas exiger plus que ceux qui acceptent de restructurer dans le cadre de l'initiative des pays très endettés. C'est impossible pour les créditeurs de réclamer plus que ceux qui acceptent de restructurer la dette. Mais c'est assez limité car elle s'inscrit, cette option s'inscrit dans le cadre de l'initiative des pays très endettés. Et il y a aussi une autre possibilité qui n'est pas basée sur le droit national, mais plutôt sur le droit international. C'est ce qui s'était passé dans le cas de Saddam Hussein en Irak. Il a été dit qu'aucun pays a rendu impossible d'utiliser les cours nationales, les tribunaux nationaux pour poursuivre l'Irak en justice. Et en fait, c'était aussi une possibilité, une protection. Astrid, if you are able to wrap up, we're getting close to finish time and we'll only have a few minutes for questions. I mean, this has been very fine. Thank you so much. Then I'll skip the COVID and just wrap it up. Alors, je vais sauter rapidement au Covid. Si vous pourrez poser vos questions sur le Covid, juste pour résumer, la restructuration dépend du consentement du créditeur et ça amène souvent à des abus du cavalier seul. Quand c'est une solution partielle, les outils actuels n'offrent que des solutions partielles, mais ce sont quand même des outils importants. Ils ont été conçus du mieux qu'on a pu, mais ils sont quand même utiles. Ils ont un grand potentiel pour être vraiment efficace. Il faudrait considérer la loi nationale comme le droit applicable, utiliser les CAC agrégés et réellement faire une législation sur les fonds vautours dans les différentes juridictions clés, particulièrement celle de New York, celle d'Angleterre et du Pays de Galles. Merci. Merci beaucoup, Astrid. C'était fantastique. J'aurais aimé que nous ayons eu plus de temps pour. C'était vraiment un survol. Je sais, on est censé prendre une pause de 8 minutes à peu près avant notre prochaine session. Il y a quelques questions cependant dans la case des questions-réponses. J'espère que vous pouvez les voir. Je vais en récapituler quelques-unes. Et je vais inviter Sébastien d'abord et ensuite Astrid à répondre. Et peut-être si vous avez des conclusions. En tout cas, on a une douzaine de questions. Elles vont de quel est
droit des créditeurs à demander pourquoi la dette souveraine est amenée au SAS. Ensuite, il y avait des questions. Est-ce que vous savez, vous êtes au courant il y a des questions aussi sur les prêts multilatéraux? Est-ce qu'ils fonctionnent d'une manière différente ou de la même manière que les bilatéraux? Est-ce que la communauté internationale peut agir contre les fonds vautours? Est-ce que la communauté internationale peut répondre, peut faire face aux fonds vautours? Il y a aussi une question sur quelles sont les raisons qui amènent un pays à ne pas payer. Est-ce que quand on fait une restructuration, on restructure toute la dette ou seulement une partie? Et quand on analyse les conditions, qui c'est en réalité les fonds retour? Il y a encore deux ou trois questions. Est-ce qu'il y a vraiment espoir d'inciter les créditeurs privés à restructurer? Et quand il y a des contrats de dette, est-ce qu'il y a une loi nationale, par exemple aux États-Unis, sous la législation de New York, qui puisse résister aux lois de New York et des États-Unis? Je vais demander à Astrid et à Sébastien donc de bien vouloir répondre en 3 minutes. La question que vous voulez, parce qu'on n'a pas le temps. Merci beaucoup, c'est Sébastien. Merci pour toutes ces questions pertinentes et intéressantes. D'abord, concernant les actions juridiques internationales, s'il y a une accélération dans le paiement, ça amène une accélération du paiement du capital. Est-ce que ça rend les gouvernements moins solvables? Non, ça doit être un outil de négociation. Il ne faut pas oublier que les créditeurs tirent parti de leur position sur les marchés. Mais ce n'est pas quelque chose en termes économiques qui soit très sensé, parce que si l'État ne peut pas payer, accélérer le paiement de l'ensemble de la dette, ce n'est pas très pertinent. Ça a fini de ruiner le pays qui ne pourra jamais se récupérer. Ensuite, concernant les fonds vautours, ils cherchent toujours à obtenir la totalité de la dette, intérêt et principal. C'est important de s'en souvenir. Il y a une grande différence entre les paiements des intérêts et les paiements du principal, du capital initial. Normalement, il n'y a pas de clause d'arbitrage dans les contrats d'obligation. Ce sont des traités bilatéraux. Après les défauts de paiement, on l'a vu dans le cas de l'Argentine, il y a eu beaucoup d'arbitrage, mais toujours du point de vue du crédit du créancier. Il y avait, dans le cas d'Argentine, c'était des investisseurs italiens qui ont été devant un tribunal d'arbitrage argentin et ils ont obtenu qu'on dise que l'Argentine avait violé les traités d'investissement entre l'Italie et l'Argentine. Le grand débat, c'est si la dette souveraine est un investissement, comme n'importe lequel. En Grèce, on a vu que ça n'a pas fonctionné. Dans le cas de l'arbitrage, une banque n'a pas réussi
le tribunal d'arbitrage a décidé que les bons d'État, les bons du Trésor, n'étaient pas des investissements. Alors, qu'est-ce qui amène un pays à ne pas payer sa dette? Eh bien, dans la majorité des cas, c'est tout simplement qu'ils ne peuvent pas. Il y en a quelques-uns, peu, qui décident par stratégie de suspendre les paiements. Mais bon, mets-toi à la place d'un ministre des Finances, prendre une décision comme ça, de suspendre un paiement, ça, ça a un prix très élevé et des conséquences dramatiques. Ça peut faire qu'un pays se retrouve dans une situation d'insolvabilité, qui puisse plus emprunter du tout, ou à des prix impossibles. Et quant aux tribunaux des États-Unis et de New York, ils sont toujours du côté des créanciers. Le concept de la dette odieuse n'est pas encore un principe solide. Certains disent que ça fait partie du droit constitutionnel international, mais ça n'est pas accepté par ces tribunaux d'Angleterre ou de New York. Ils se régissent uniquement par les clauses contractuelles. La dernière question, c'était s'il y avait des instruments, des outils dans la loi de New York. Il y a récemment une loi adoptée. Le Sénat et l'Assemblée, ils ont décidé de créer un cadre de restructuration. On verra si elle sera adoptée. Ça serait effectivement une voie pour éviter l'insolvabilité des États. Il y a beaucoup de parties impliquées et on verra ce que ça donne, si c'est voté ou pas. J'en resterai ici. Je laisse la parole à Astrid. C'est beaucoup de questions. J'étais en train de prendre des notes. Je vais essayer de répondre à quelques-unes. Je vais commencer par quelque chose dont a parlé Sébastien sur l'arbitrage des investissements. J'ai une vision plus optimiste. Il me semble que ces tribunaux d'arbitrage n'acceptent pas facilement des réclamations concernant les dettes souveraines, mais les traités d'investissement sont en train de passer par de subir une réforme et je ne sais pas quels tribunaux sont recommandables, mais peut-être que les tribunaux d'arbitrage sont plus disposés actuellement. Il faut que vous en parliez en haut lieu dans vos pays, au ministre des Finances, etc. Il semble qu'ils veulent exclure les procès sur la dette souveraine. Il semblerait que certains droits nationaux n'acceptent pas de négocier, de faire un procès sur des dettes restructurées, rejugées en quelque sorte. Mais bon, c'est une question importante si on peut inclure dans le régime d'investissement les dettes nationales. Les spéculateurs sont dans leur petite bulle, ils n'arrivent pas à considérer les conséquences de tout ce qu'ils font. Quant aux prêts multilatéraux, ils sont régis par des clauses contractuelles. Sébastien en dira plus que moi. Mais ils ont une fonction différente. C'est un concept. Beaucoup dans des prêts multilatéraux reçoivent un traitement préférentiel. On ne peut pas les obliger. Ça, c'est très différent. En plus du fait que ces prêts ne sont pas sur les marchés. Les fonds vautours,
Qui sont-ils? Eh bien, c'est un cliché, hein, mais c'est une expression négative, bien sûr. En général, ce sont des fonds d'investissement, ce qu'on appelle les hedge funds, les fonds à haut risque. Je pense qu'ils ont une vision très simpliste de comment fonctionne le marché comment fonctionnent, pardon, les dettes souveraines. Vous avez vu dans les différents procès qui ont eu lieu comment ils agissent, hein, et qu'ils sont en général, voilà, des fonds d'investissement à haut risque. Le cadre commun du G20, ça a comme objectif de résoudre la crise qui suivra suite au Covid. C'est aussi un essai de faire participer les créanciers privés. Je pense que c'est difficile, hein, parce que ces États ont promis. C'est très difficile. Si vous voulez obliger les créanciers, vous devrez changer la loi, les lois nationales. On n'essaie pas du tout de forcer qui que ce soit, en fait, dans ce genre de cadre. Donc, c'est un instrument très faible, très peu, pas du tout contraignant. On leur demande s'ils veulent bien participer, donc je ne pense pas que ça soit très efficace. Il faut des changements beaucoup plus révolutionnaires, entre guillemets, pour obliger, pour inciter les créanciers privés à participer. Je pense que le langage qu'a utilisé le G20 était en fait très confus parce qu'ils ont poussé très fort du côté des créditeurs, mais c'est la partie la plus difficile à faire bouger. C'est plutôt au niveau du cadre légal qu'on pourrait faire quelque chose. La dernière question, c'était la récupération verte. Donc, c'est comment utiliser la dette ou la réduction de la dette pour le bien de l'environnement. Oui, il y a beaucoup de façons de faire ça, mais encore une fois, la restructuration est volontaire. Donc, une façon de l'utiliser ou de verdir le processus de restructuration, c'est peut-être en faisant une combinaison entre banque multilatérale et les créditeurs souverains qui demandent à ce qu'on investisse dans des projets verts. Ça, c'est une possibilité, mais c'est toujours pareil, c'est basé sur la bonne volonté. Et est-ce que les investissements verts vont être aussi profitables pour l'investisseur, quel qu'il soit? J'espère que ça, c'était censé. Merci beaucoup. Merci Astrid et merci Sébastien. Voilà, nous devons prendre 5 minutes de pause. Et on revient pour notre deuxième session sur la dette en Amérique latine. On écoutera Patricia Miranda et Oscar Ugarteche de l'Université internationale économique de Mexico. On prend 5 minutes de pause. Merci beaucoup Astrid Eversen et Sébastien Grun pour vos présentations. On se retrouve dans 7 minutes. Merci. Would ask our panelists to prepare to start. I want to welcome. Nous sommes prêts à reprendre. Nous allons demander aux panélistes de préparer leur présentation. Aujourd'hui, nous avons 2 séances.
D'abord, le défaut de paiement. Et maintenant, nous allons passer à l'Amérique du Sud et aux problèmes que le continent rencontre face à la dette. Nous sommes ravis de compter parmi Patricia Miranda de Latindad et Oscar Ugarteche de l'Université autonome de Mexico et qui fait aussi partie de l'Observatoire économique des États-Unis. Merci infiniment d'apporter votre expertise à la conversation. Merci au groupe qui a permis d'organiser cet atelier aujourd'hui grâce au financement qu'il apporte. Merci à l'Union européenne notamment. Aujourd'hui, pendant cette conversation, nous allons observer, parler de l'augmentation de cette crise, l'exacerbation de cette crise en pleine pandémie qui fait que la dette est devenue insoutenable pour de nombreux pays. Évidemment, la pandémie a empiré la situation. La Banque mondiale a alerté d'une situation d'état d'urgence pour ces pays de la région d'Amérique du Sud. Et de nombreux pays en Amérique latine pourraient souffrir de retard de développement. 24 millions d'emplois ont été supprimés selon l'OIT l'année dernière. Et d'ici à la fin de l'année dernière, 2020, 22 millions de personnes ont atteint le seuil de pauvreté. Et ce, parmi les nombreux problèmes que rencontre la société. Je vais céder la parole maintenant à nos panélistes qui vont nous présenter leur travail. Et après la présentation, nous aurons le temps de discuter, de poser nos questions. Merci de bien vouloir utiliser la case des questions-réponses située en bas de l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions dès que le présentateur commence. Et c'est à vous, Patricia. Merci beaucoup. Je salue tous les participants. Je vais baisser le volume parce que j'entends l'interprète. Très important de partager cet espace avec vous, avec Oscar, avec Eric. Et dans cette partie du webinaire, je vais parler du contexte de la dette en Amérique latine, de sa composition et je vais vous parler de la situation actuelle. Je vais commencer en faisant un petit peu d'histoire et je vais revenir à la crise des années 80. Bien que l'Amérique latine a comme caractéristique le fait que les crises sont vraiment récurrentes dans la région. D'ailleurs, depuis l'indépendance de nombreux des pays d'Amérique latine, je ne vais pas revenir au début, mais je vais en revenir, je vais remonter à la crise du pétrole dans les années 70 en Amérique latine. Comme vous pouvez le voir dans ce graphique, en 1975, on assiste à une augmentation de la dette qui a coïncidé avec la crise du pétrole. Les prix ont augmenté énormément. On voit en 1974 que les prix ont augmenté de plus de 291% et ça a généré un excès de liquidité dans le nord global et principalement les banques, principalement le secteur bancaire va envoyer un flux massif de capitaux. Dans ces pays de la région, principalement touchés par la dictature, le solde de la dette externe en pourcentage des exportations est passé de 150% en 1974 à 250% en 1978.
Entre 1975 et 1982, ces pays ont vu leur ratio d'endettement par rapport au PIB se multiplier par 2. Et on a vu une évolution de la dette avec une croissance jamais vue avant. Le pourcentage des dettes à court terme a doublé et les réserves, qui représentaient presque le double de la dette à court terme, ont fondu à moins de la moitié. Le gros de la dette était contacté auprès du secteur privé et à des taux d'intérêt variables. Et ces taux d'intérêt variables ont triplé. Ils sont passés de 14 à 26%. Et ceci a généré un problème de liquidité. Sur cette diapositive, on peut voir qu'au milieu des années 80, dans presque tous les pays d'Amérique latine, la situation était une situation de crise et de problème d'endettement. Cependant, ce qui est très important, c'est qu'en août 1982, le Mexique a annoncé qu'il ne pourrait pas rembourser sa dette. Et après cela, d'autres pays lui ont emboîté le pas, l'Argentine par exemple, et ils ont entamé des processus de renégociation de la dette. Ce processus de renégociation a comporté plusieurs acteurs. Pardon, Patricia, pardon, excuse-moi de t'interrompre. Et cette crise, contrairement à la crise antérieure, a donné lieu à ce qu'on appelle la mise en place du processus de Washington. Dans le cadre de ces renégociations, on a assisté à un changement dans ces pays et à un accès au marché international, à l'émission de bons qui ont commencé à circuler sur les marchés internationaux. On appelle cette décennie la décennie perdue pour l'Amérique latine. Cette crise qu'on a observée dans la diapositive précédente a fait partie des programmes de la Banque mondiale et a entraîné des restrictions drastiques du budget national. L'objectif était de réduire le déficit à un minimum, mais ceci a eu un impact social considérable. La pauvreté a augmenté des années 80 à 90 de 40 à 48%. Et ceci a engendré plus d'inégalités en Amérique latine. Et nous sommes encore la région la plus inégale en termes de pauvreté dans le monde. Le secteur informel a augmenté fortement. C'est aussi une autre caractéristique de l'Amérique latine. Et on considère qu'on a été victime d'une décennie de recul, plus d'une dizaine d'années de recul en termes de croissance. Certains pays ne s'en sont pas remis. Par exemple, pour l'Argentine, le résultat de la renégociation de la dette en Équateur, la dette a été renégociée après un audit et elle a généré le paiement d'intérêts sur les intérêts. Il y a des pays qui ne s'en sont pas remis et qui ont mis 20 ans à s'en remettre et les niveaux de pauvreté ont augmenté et le taux d'endettement également. Cette initiative a généré une création de dettes multilatérales et bilatérales. Ça avait commencé dans les années 90 et ça s'est terminé en 2005-2006 pour 4 pays dans la région, Bolivie, Honduras, Nicaragua et un autre pays.
pour ces pays. Le bénéfice est qu'ils ont pu revenir à des niveaux plus stables, des niveaux économiques plus stables, mais les objectifs de réajustement budgétaire étaient très contraignants. Suite à la crise des années 80, on observe un changement de la situation et on a vu que les réserves nationales ont augmenté, se sont renforcées. On voit ici sur le graphique la ligne noire que les réserves nationales augmentent, les réserves internationales, pardon, et même pendant la crise de 2008, elles se sont maintenues avant de chuter, notamment avec la chute du prix des marchandises en 2014. Et ceci va avoir un effet sur les réserves. Et donc, il y a un facteur supplémentaire externe qui a une incidence, c'est le prix des marchandises. C'est une incidence sur l'économie de plusieurs pays en Amérique latine. Et la situation a changé en termes de composition de la dette après les renégociations. La dette de l'Amérique latine n'est plus la même. Les créanciers sont multilatéraux qui ont gagné du terrain. On voit des banques régionales comme la Banque latino-américaine de développement. Il y a aussi de nouveaux créanciers privés parce que cette dernière décennie, les pays ont commencé à émettre plus d'obligations souveraines sur les marchés internationaux et surtout les pays qui avaient bénéficié d'une renégociation de la dette. Dans ce nouveau paysage de la dette externe, il y a des nouveaux facteurs à incorporer qui sont intéressants dans l'analyse de la situation. Et on voit que pour de nombreux pays, les pays utilisent leurs mécanismes d'endettement intérieur comme source de financement. On voit sur ce graphique en rouge le comportement de la dette intérieure par rapport à il y a 8 ans et 18 ans. On voit une augmentation de la dette intérieure et les pays qui ont une dette intérieure la plus importante, c'est le Brésil, l'Argentine, le Costa Rica, la Colombie. Un autre facteur qui est important à analyser par rapport à la dette externe, c'est la dette externe privée, surtout la dette du secteur financier dans la région. La dette de ce secteur avec l'extérieur. On voit en bleu en 2011, la dette externe privée était à peu près au même niveau que la dette externe privée. Et c'est important d'effectuer un suivi de ces données qui sont moins disponibles que les données publiques. Il y a aussi d'autres risques relatifs à la dette en Amérique latine, notamment les associations de partenariat public-privé qui peuvent créer un passif, qui peuvent créer un poids budgétaire sans qu'elle n'ait sans que ce poids ait été planifié a priori. Lorsque les entreprises ne sont pas en situation de repayer les dettes, eh bien, ce sont les entreprises, c'est l'État qui devient le garant final. Il y a aussi l'endettement des gouvernements locaux ou régionaux
qui affectent les finances et le budget des gouvernements. Ici, on voit le comportement de la dette pendant la pandémie. On voit l'incidence de la pandémie sur la dette. Et depuis le processus de renégociation, on voit l'évolution de la dette brute du gouvernement général qui n'a cessé d'augmenter. On voit, en ce qui concerne le Chili, le Paraguay et le Pérou, que l'année dernière, il y a eu une augmentation de la dette dans tous les cas en raison de la crise de la COVID. Et dans les cas de l'Haïti, du Nicaragua et de l'Honduras, le poids de cette dette a atteint plus de 60, presque 60% par rapport au PIB. Voici les cas les plus marquants de pays dont la dette brute atteint plus de 60% du PIB. On parle du Brésil, de l'Argentine, d'El Salvador, l'Argentine. Et dans ce cas-là, on parle de problème de solvabilité. Le comportement de la dette, nous savons qu'il a un impact sur d'autres facteurs. Il a un impact économique et social. Et donc, c'est important de voir quel est le comportement du PIB et de la pauvreté. Vous voyez la ligne bleue sur ce graphique que le PIB depuis l'année 2020 a chuté considérablement et la courbe de la pauvreté, au contraire, a augmenté. Beaucoup de pays en Amérique latine avaient été les premiers en termes de réalisation des objectifs du millénaire en ce qui concerne la pauvreté. Et bien, depuis l'année dernière, on a observé une augmentation de la pauvreté. Plusieurs organismes internationaux mentionnent encore une fois le terme de décennie perdue pour l'Amérique latine. Et dans 80% des foyers les plus pauvres en Amérique latine, au moins un membre de la famille a perdu sa source de revenus. On assiste aussi à une chute de la production et de l'investissement. 20% de moins en termes d'investissement, c'est une chute qui aura des conséquences à moyen et long terme. C'est important aussi de souligner qu'avant la pandémie, les pays d'Amérique latine, pratiquement tous les pays, avaient déjà un gros déficit fiscal. On voit les points rouges sur le graphique. L'augmentation de ce déficit depuis l'année 2019 et 2020. On voit que les augmentations les plus importantes sont pour les pays comme le Brésil, le Salvador, Costa Rica. Mais pour ces pays-là, c'était des déficits qui traînaient, je dirais, depuis des années. La dette publique en Amérique latine est de 79% par rapport au PIB et le service de la dette est de 57% des exportations. Ça nous montre bien qu'il y a un problème de solvabilité, un problème de liquidité, et pas tellement ce qui concerne la capacité de paiement, mais plutôt par rapport au niveau de solde budgétaire. Ces pays vont devoir encore une fois faire face à une situation d'obligation de paiement du service de la dette au détriment des besoins urgents de ces pays en ce qui concerne le système de santé, en ce qui concerne la vaccination, l'éducation. Et le problème de liquidité va vraiment être un problème généré par la dette. Concernant le Covid, il y a encore d'autres vulnérabilités de l'Amérique latine.
comme on a vu sur d'autres diapositives, sont considérés comme des pays aux revenus moyens. On a des critères de PIB par tête qui ne laissent pas voir les autres vulnérabilités. Par exemple, la dépense moyenne qui est consacrée à la santé en Amérique latine, ce que dépense une personne de ses revenus sans être couvert par aucun système de sécurité sociale. Cette dépense a été 2,4 fois plus importante que celle des habitants des pays de l'OCDE. Un autre point en rapport avec cette pandémie, on voit que nous avons en Amérique latine 1,8, presque 2 lits d'hôpital contre 4,7 dans les pays de l'OCDE. Puis il y a la question du travail informel. C'est un des facteurs les plus dont on a vu qu'il a eu le plus d'impact au cours de cette pandémie. C'est 57% des personnes en Amérique latine qui travaillent de manière informelle et ce sont ceux qui ont perdu leur travail pendant la quarantaine. Les femmes, enfin, ont un taux de chômage qui est 2,5 fois plus élevé que celui des hommes. Et voilà, bon, il y a aussi les indicateurs de pauvreté. 30,5% de la population souffre de pauvreté modérée et 11,4% d'extrême pauvreté. Voilà. C'est de ça que je parlais qu'à un moment, quand je parlais des problèmes des pays d'Amérique latine par rapport à la dette et dans le contexte du Covid, c'est que la plupart des pays d'Amérique latine sont des pays qui ont des revenus moyens, mais ça ne laisse pas voir les autres vulnérabilités. Les pays qui ont des revenus moyens sont exclus des initiatives actuelles comme celle du G20. Ils n'ont pas non plus accès au financement concessionnel. Il y a quelques années, on pouvait encore accéder, mais maintenant, on y accède encore moins. C'est très important. Il faut un changement systémique qui est absolument nécessaire, pas seulement à cause de la dette. On a vu dans les crises précédentes par rapport aux politiques de dette, mais on a vu que les pays d'Amérique latine étaient sortis de la crise. En ce moment, avoir des revenus fiscaux suffisants, c'est très important afin d'accompagner d'autres politiques concernant la dette, comme par exemple l'annulation de la dette. Il y a une question de beaucoup de fonds qui est tout à fait à voir avec ce qu'on a vu avant, c'est qu'il faudrait vraiment changer l'architecture de la dette internationale. La crise des années 80, il y avait un club de créanciers. On a essayé de fonder un club des débiteurs. Et la dette des pays de la région était dans les mains d'un millier de banques. Donc, si on n'a pas de mécanisme, si on n'a pas de manière d'avoir une architecture de la dette qui soit juste, qui soit équitable, on aura toujours des problèmes. Et enfin, la soutenabilité de la dette, la faire de manière intégrale, c'est important pour mesurer bien quel est l'endettement. Parce qu'en général, on mesure les indicateurs de dette extérieure, mais comme on a vu, il y a aussi une dette intérieure qu'il faut considérer non seulement comme un risque, mais il faut aussi les considérer comme faisant partie des indicateurs à considérer, à regarder pour pas avoir une idée fausse d'une soutenabilité qui en fait est complètement illusoire. Donc en Amérique latine, on n'est toujours pas, nos conditions sont toujours pas en cohérence avec l'agenda de 2030 et pratiquement rien ne se fait compatible avec la préservation de l'environnement. Bon, j'en dirai pas plus, j'attendrai les questions. Merci. Merci beaucoup, Patricia, pour cette formidable présentation. Nous avons vu en Amérique latine que les pays font face à des augmentations insoutenables de la dette. Beaucoup de pays donc ont dû faire face à une dizaine d'années de perdues en matière de développement.
Avant de céder la parole à Oscar, je vois qu'il y a des personnes qui ont eu quelques problèmes techniques avec l'interprétation. Il y a interprétation simultanée en anglais, espagnol et français. Si vous regardez en bas de votre écran, vous avez une icône, une petite planète qui dit interprétation. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous devez écouter et il vous faudra aussi, si vous avez du mal à entendre l'interprétation, éteindre le son original, c'est-à-dire le son du speaker. Ensuite, quand vous parlez, vous devez éteindre la fonction d'interprétation parce que sinon, on va demander aux interprètes s'ils peuvent parler un petit peu plus fort. Cela aidera certainement. Je vais vous rappeler que vous pouvez dès maintenant poser vos questions dans la case questions et réponses. Nous allons céder la parole à Oscar Ugarteche. Merci beaucoup, Oscar. Allez-y. On attend qu'il allume son micro. D'accord? On vous entend clairement. Bonjour à tous. C'est la conférence que j'ai à donner le plus tôt. C'est très très tôt ici. Comme vous savez, peut-être pas. J'ai travaillé sur cette question depuis 1996. J'ai travaillé sur la crise des années 80 et j'ai écrit un livre sur l'histoire de l'architecture financière et j'ai étudié toutes les crises importantes depuis 1996. Et dans l'ensemble, la forme que prennent ces crises est la suivante. Il y a une hausse des taux d'intérêt. Ça s'accompagne d'une chute des prix à l'exportation. Les pays commencent à se refinancer. Ça a un effet de levier. Le PIB se contracte comme résultat de la chute des exportations et on a une crise. C'est en gros ce qui s'est passé en 1825, en 1872, 1930, 1980. Toutes les dettes, toujours, finissent dans les mains du gouvernement central. Il n'y a pas de séparation de gouvernement, de dettes des collectivités locales ou des entreprises privées. Toutes les dettes, toujours, c'est le gouvernement central qui finit par assumer. Il y a eu un accord dans les Nations Unies qui disait que les collectivités locales, les gouvernements locaux ne devaient pas emprunter sans avoir l'accord, les garanties du gouvernement central. Je ne sais pas si ça a été respecté ou pas, mais pour ce que j'en ai vu, ils ont toujours emprunté en quantité. La situation depuis 1921, c'est qu'on a le taux d'intérêt le plus bas dans toute l'histoire. On a les prix à l'export qui augmentent. Il n'y a pas de refinancement qui est en cours. Il y a une crise de la dette constante. Il n'y a pas de grande quantité, si vous voulez, de restructuration en cours. Et on a une chute, un effondrement des PIB nationaux. Quelles sont les conséquences de la chute du PIB? C'est que les revenus des impôts chutent aussi. Donc, vous ne pouvez pas avoir d'argent pour tout ce dont vous avez besoin, pour la santé dans ce cas. En même temps, lorsque le PIB s'effondre, le ratio de la dette bondit parce que le dénominateur diminue. Et au-dessus de toutes ces en plus donc de la baisse du dénominateur, les gouvernements
ont moins de ressources. Et certains pays ont des fonds souverains à l'étranger, depuis l'époque des bons prix à l'exportation. C'est le cas du Chili, du Pérou, et ils peuvent utiliser cet argent pour leur politique publique. Ensuite, la situation dans le monde, c'est que les pays du G7 ont plus de 100% de leur PIB en dette publique dans leur propre monnaie. Et ils ont une croissance économique très très faible. En Amérique latine, la dette publique ne représente que 56% du PIB quand on exclut le Brésil. Pourquoi je mets le Brésil à part? Parce que le Brésil a emprunté en réal à peu près 100% de son PIB, comme les pays du Nord. La troisième chose, c'est que les pays d'Asie ont moins de 40% de dette publique. Ils sont dans une région où le seul pays dont l'économie ne s'est pas contractée, la Chine, c'est la seule région où nous avons une croissance économique solide sans diminution des recettes fiscales. En Amérique latine, ce qui est curieux, c'est qu'on a des réserves internationales stables. Le secteur externe a l'air solide, les exportations continuent, mais les importations de biens de consommation ont chuté. Pourquoi l'exportation continue? Parce qu'on exporte des matières premières. Et ça continue à fonctionner. Ce qui a été suspendu, ça a été l'échange. Le Mexique a été sévèrement touché. L'Amérique du Sud, pas tellement. Même le Mexique n'a pas un secteur extérieur qu'on peut se qualifier de mauvais. La manière dont les pays ont fait face à cette situation, c'est qu'ils ont fait des politiques monétaires expansionnistes et un petit peu de politique fiscale expansionniste à niveau domestique, à niveau intérieur. L'exception, c'est le Pérou qui a fait un gros emprunt en dollars, mais ça ne représente pas tellement. Ensuite, voici, si vous regardez le haut du tableau, combien d'années ont été perdues pendant le troisième trimestre pour les pays du G7. Les pays européens ont perdu 8 ans, 7 ans. C'est une grosse chute, mais ils ont récupéré ça assez rapidement. En Asie, il n'y a que le Japon qui a perdu des années de croissance, 9 ans, et tout le reste se trouve aux alentours de 2, 3. La Thaïlande, un petit peu plus, 5. Et l'Amérique latine. La moyenne est 10 ans de perdu, mais ça inclut des pays comme le Brésil qui en a perdu 12, le Mexique qui en a perdu 11, le Belize qui en a perdu 15. Donc la moyenne, c'est à peu près 10 ans. Si vous enlevez les pays du haut, c'est pas si mauvais en fait, c'est 7 ans si vous excluez ces quelques pays. Donc, on a une récupération rapide. L'Italie s'est récupérée, la France s'est récupérée en partie, 81%, c'est pas mal. 64% pour le Royaume-Uni, 60% pour le Canada, 57%, le Japon 42% et les États-Unis 33%. Mais comment la politique fiscale, donc les impôts, c'est la partie bleue et la politique expansionniste monétaire, c'est la partie verte. Sauf les États-Unis qui ont opté plutôt par une stimulation fiscale. Et la stimulation monétaire,
n'est pas vraiment représenté ici parce qu'on n'a pas les 50% de PIB d'injection par la Fed du mois de mars. Le Japon a une politique expansionniste très importante. Ça, c'est l'Asie. Il y a eu de l'argent injecté, mais l'économie n'a pas tellement chuté. Et ils n'ont pas tellement injecté d'argent d'ailleurs. Et la récupération a été assez substantielle, assez importante. Sauf le Japon, le Brunei, l'Indonésie et les Philippines qui n'ont pas du tout récupéré. Enfin, en Amérique latine, on a cette situation bizarre où les pays ont investi de l'argent, les politiques monétaires en, en marron, pardon, et la politique fiscale en bleu. Le Chili a injecté un total de 20% du PIB et n'a pas récupéré ses pertes du deuxième trimestre. C'est la même situation pour l'Argentine. Et dans d'autres pays, par contre, l'injection a permis de récupérer ce qui a été perdu. Mais dans d'autres pays, on récupère les pertes, mais la dynamique de l'économie a été coupée. L'économie est en train de se contracter. Donc, à la fin, on a des chiffres, des chiffres assez négatifs, une situation négative. Le Mexique a subi une sévère recontraction de son économie et s'est légèrement récupéré. Et une récupération qui est très lente. Et ça, c'est un tableau, un graphique, c'est la même chose que ce qu'a montré Patricia. C'est la dette interne, intérieure et extérieure. En bleu, l'intérieur et en vert, la dette extérieure. Donc, comme vous voyez, le Brésil, ils ont surtout une dette intérieure. Pour l'Argentine, c'est 70% de leur dette. Pour le Pérou, c'est 45%. Et les autres pays, c'est plutôt 20-30%. Le Nicaragua est l'exception, est en dessous de 10, est en dessous de 20. Voici le bond qu'ont opéré les ratios. En Argentine, ça n'a pas trop grimpé. Pardon. Je regarde 2019 à 2020. En Bolivie, on est passé de... C'est une chute, une contraction du PIB. Le Brésil, c'est une contraction du PIB plus une chute des revenus. Le Chili, c'est une contraction du PIB parce que la politique fiscale était financée par les fonds souverains qu'ils avaient. Ils n'ont pas emprunté. La Colombie a bondi de 60%, et etc. Ce que j'essaie, là où je veux en venir, et c'est à ça que ressemble la récupération. La récupération des États-Unis a l'air d'une inversée. Ça, c'est une partie beaucoup plus haute. Et ça, on voit la vitesse de la récupération. La vitesse de la récupération est plus lente que la vitesse de la croissance avant la crise. Et malheureusement, c'est à ça que va ressembler la récupération du monde. Elle va être très lente. Voici l'exemple de l'Allemagne. Donc, où en arrivons-nous? Ça nous amène à une forte chute du PIB qui amène à une forte chute des revenus
de l'impôt pendant le deuxième trimestre et la récupération du troisième trimestre, en fait, n'a pas permis d'avoir des revenus par la fiscalité suffisamment importants. Et tout ceci est dû bien sûr à l'absence de récupération économique. On ne peut pas avoir de revenus fiscaux si on n'a pas d'économie qui fonctionne. Et quand on a une dette intérieure importante, ça devient un problème vital. Par rapport à la dette extérieure, je voudrais parler des réserves. Les réserves en dollars, c'est un problème dans les années 80. Maintenant, le dollar n'est plus un problème. Le problème est celui des revenus fiscaux. Ça ne permet pas de financer parce que maintenant, la récupération est beaucoup trop lente. Une des mauvaises nouvelles, un pays qui n'a pas eu de problème important de dette, d'à peu près 60% du PIB. Prenons le cas de la Bolivie. La Bolivie a augmenté. Si elle ne fait pas quelque chose pour renforcer ses exportations, elle pourrait avoir à faire face à une crise économique entre 2023 et 2024, lorsqu'elle arrivera à 80% de son PIB. Et ça va dépendre, bien sûr, de s'ils arrivent à exporter plus de pétrole. Ça va dépendre de si le pays va exporter plus de gaz à l'Argentine et au Brésil notamment. En ce qui concerne le Costa Rica, les chiffres sont mauvais. L'Équateur également. El Salvador aussi. Le Brésil a des problèmes de dette intérieure. L'Argentine, on connaît bien ces problèmes aussi. Donc, il y a 6 pays dans ce tableau qui vont faire face à des problèmes. Pour le reste des pays, je pense qu'ils s'en sortiront internationalement, mais nationalement, en ce qui concerne leur dette intérieure, il y aura un problème. Il va falloir résoudre les revenus fiscaux et les revenus intérieurs. Il va falloir résoudre cette équation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oscar, pour votre présentation. Merci d'avoir souligné les problèmes auxquels l'Amérique latine doit faire face. Et merci d'avoir parlé de cette reprise. La perte de revenus fiscaux est considérable. Comme vous l'avez dit, le problème des crises antérieures, c'était qu'il n'y avait pas assez de revenus fiscaux et maintenant, ceci est encore plus exacerbé. J'aimerais maintenant me tourner vers Patricia et Oscar, car il y a eu beaucoup de questions posées, notamment une question pour Patricia et pour Oscar, qui est la suivante. Comment peut-on comparer les dettes de l'Amérique latine avec les dettes des pays riches? Pourquoi c'est plus problématique en Amérique du Sud qu'en Europe? En Europe, par exemple. Nous avons aussi une série de questions autour de la dette intérieure. Merci Patricia pour votre présentation. Qu'est-ce que vous voulez dire par entité nationale et sous-nationale? Quelles entités pourraient permettre de gérer ce type de dette et permettraient d'atteindre une dette soutenable?
comment est organisé le club des débiteurs. Je pense que vous faites référence au club de Paris et à son fonctionnement, c'est cela? Il y a aussi une question par rapport à la structure de la dette intérieure. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus en détail de cela? Est-ce que Oscar ou Patricia pourraient nous parler des fonds spéculatifs? Et une autre question pour El Salvador et Costa Rica. Voilà, ce sont des questions plutôt génériques. Il y en a d'autres plus spécifiques. Si on pouvait consacrer 4 minutes pour répondre à ces questions, 4 minutes chacun. Je suis désolée de ne pas vous octroyer plus de temps. Et ensuite, après cela, on clorera le webinaire avec des commentaires finaux. Patricia, est-ce que vous voulez commencer? Merci, Eric. Alors, je vais me centrer sur certaines questions qui ont à voir avec la dette intérieure et dont j'avais parlé. La dette intérieure peut être préoccupante parce qu'elle a à voir avec les recettes fiscales. La dette intérieure est fixée en devise nationale et en général, elle a des taux d'intérêt plus hauts que la dette extérieure. Alors pourquoi elle nous inquiète? Mais parce qu'il y a une chute des revenus fiscaux, surtout dans un contexte de crise, puisqu'il y a une économie en berne. Et probablement, les pays ne pourront pas payer cette dette intérieure euh, avec des rollovers. Et là, il y aura un certain risque. Qui sont les détenteurs de cette dette intérieure? Dans de nombreux pays, ce sont les banques locales elles-mêmes, ce sont les fonds de pension. Et, et dans ces pays, il faut que le Trésor public soit capable de couvrir ses dettes et les créanciers finaux sont les employés, les travailleurs. Le problème, c'est quand la dette intérieure augmente parce que cela peut représenter une partie grandissante du budget. Et si l'économie ne peut pas compenser cette dette avec une nouvelle émission de dette, eh bien, ça aura un impact sur l'économie de ces pays. En ce qui concerne la question du club des débiteurs, j'en ai parlé. On ne peut pas avoir un groupe de débiteurs concertés. Et de plus, de l'autre côté, les autres acteurs jouent, on va dire, tape du poing pour que les négociations se fassent au cas par cas. Et dans certains pays, il y a d'autres facteurs supplémentaires qui rentrent en jeu. Et c'est pourquoi on critique en ce moment le cadre commun qui fonctionne sur une base du cas par cas. Je suis désolée, je n'ai plus de temps, donc je vais devoir arrêter ici. Merci beaucoup et maintenant, je cède la parole à Oscar. Oscar, votre micro est éteint. D'accord, merci. Il y a un problème d'interconnexion. Pourquoi c'est si difficile pour les pays d'Amérique latine par rapport aux autres pays? Eh bien, parce qu'il y a un problème de trésorerie et parce que la Banque centrale est différente aux États-Unis et en Europe, au Japon. La Banque centrale peut avoir une politique monétaire expansionniste presque illimitée. Et à l'échelle internationale, ces devises vont être acceptées. Donc, elles ne sont pas considérées comme des devises inflationnistes. D'un autre côté, il peut y avoir un déficit fiscal très important
Et si les taux d'inflation sont définis par la Banque centrale, eh bien, ça ne coûte rien, alors que pour nous, les banques centrales ne financent pas la trésorerie. Donc, à l'heure actuelle, l'un des problèmes actuels, c'est que on injecte de l'argent et des problèmes avec des pays avec des problèmes fiscaux peuvent en abuser. Et donc, le FMI va devoir repenser, et je pense que c'est très bénéfique, et il va devoir revenir en arrière par rapport par rapport au rôle des banques centrales dans ces pays d'Amérique latine qui sont qui est bien différent de l'Europe, des États-Unis et du Japon. En Argentine et dans le Mercosur, ils utilisent leur propre devise. Mais en dehors de cela, c'est le dollar qui règne. Donc, c'est vraiment un problème d'échange qu'on a là. Ça, c'est un problème. Et ensuite, il y a aussi le problème des fonds souverains. Le plus grand fonds est le fonds norvégien, un fonds souverain. Et les pays exportateurs de pétrole, comme le Chili, comme la Norvège par exemple, hum, et gardent de l'argent en cas de coup dur. Et donc, lorsqu'il y a un coup dur, ils ouvrent leurs réserves, ils posent l'argent sur la table. Et donc, ça augmente les taux d'emprunt des pays emprunteurs en Amérique latine. Et c'est là qu'il y a une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture, parce que le PIB s'est contracté énormément, comme je vous l'ai montré, énormément. Et dans ce cas-là, les taux augmentent, les taux d'emprunt. Et ensuite, un dernier exemple avec le Porto Rico. Porto Rico, c'est un peu comme en Amérique latine. L'un des problèmes principaux, eh bien, c'est le statut même de Porto Rico parce qu'il l'emprunte comme s'il était un État des États-Unis, mais lorsqu'il y a un problème, eh bien, il n'est pas un État des États-Unis. Donc, le gouvernement central ne peut pas injecter d'argent dans le pays. Et d'après ce que j'ai vu, la dette est de plus de 100% du PIB et cela met de la pression sur le secteur touristique, sur les exportations. Et finalement, c'est un pays qui ressemble à l'Amérique latine dans les années 80. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire en 4 minutes, hein. Merci. Merci beaucoup, Oscar et Patricia. C'était vraiment incroyable. Les deux sessions d'aujourd'hui, c'était très bien. Merci à nos amis d'Eurodad qui ont organisé l'événement. Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites. Merci à Eurodad et aux autres participants, aux autres collaborateurs, Latindad notamment. Merci d'avoir participé, d'avoir apporté vos connaissances. Merci aux orateurs et aussi aux interprètes qui font un travail formidable. Et merci d'avoir surmonté le problème technique pendant une présentation de Patricia. Maintenant, j'aimerais annoncer le prochain webinaire qui aura lieu le 21 avril. Vous pouvez le voir affiché sur l'écran, qui va traiter du Club de Paris et de la dette en Afrique. Et merci à Eurodad, Latindad, merci à Jubilee USA de sponsoriser cet événement.
Nous avons vraiment hâte de vous retrouver le 21 avril, qui sera aussi mercredi, voilà, pour un autre mercredi de la dette. On se retrouve dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.